numéro 13. Et aujourd'hui, on reçoit deux invités. On va vous parler en long et en large, en tout cas je l'espère pendant ces 45 minutes, de la fraude système d'information, de la fraude bancaire, quels sont les enjeux, comment lutter efficacement contre la fraude. Et pour cela, donc, on a fait appel à deux experts qui sont là aujourd'hui pour nous parler de leur métier aussi respectif. Alors, l'association du paiement, 45 minutes chrono, 13e édition, c'est maintenant. Je vais vous présenter donc nos deux invités et je vais leur poser des questions. Sentez-vous libre, comme d'habitude, de poser vos questions via le QNR qui est en dessous de votre écran. Faites des remarques, n'hésitez pas, et je suis certaine que nos invités se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. J'espère que vous nous entendez bien aussi. N'hésitez pas à nous faire un petit message si toutefois le son n'était pas adéquat. Alors, je vais dire bonjour à mes invités. Donc, on reçoit aujourd'hui Guillaume Ditz, qui est donc CEO de la société CNPP Cybersecurity. CNPP Cybersecurity qui appartient à CNPP Group, qui existe depuis d'ailleurs 60 ans et qui est donc présidé par Monsieur Guillaume Savornin. Tout à fait, Sophia. Bonjour Sophia, bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Nous recevons également Hervé Rabia. Hervé Rabia, vous êtes directeur commercial au sein de Nexis Risque Solutions. En tout cas, cette entreprise, elle est née en fait finalement, je crois, d'une fusion avec TripMetrix et RELX Group. Alors, d'abord, bonjour Sophia et bonjour à tout notre auditoire. Nexis Risque Solutions est une société qui existe depuis de nombreuses années et qui a racheté récemment un certain nombre de sociétés, dont TripMetrix en 2018 et la société Email-Edge cette année, au début de l'année, et qui est une société spécialisée dans la fourniture d'informations et de solutions pour aider nos clients à prendre des décisions, notamment dans la lutte contre les crimes financiers et la fraude en ligne. Voilà. Merci Hervé, en tout cas, de nous avoir présenté votre société. Alors aujourd'hui, on va parler de la fraude. J'ai pas mal de questions à vous poser et donc on va commencer par la première question. Finalement, on parle de la fraude, mais je crois que vous êtes spécialiste de la SI, et notamment de la cybersécurité. Donc, qu'est-ce que la fraude dans les systèmes d'information ? Alors, c'est vrai que la fraude dans les systèmes d'information a de multiples apparences, mais je voudrais revenir tout de suite sur une question de vocabulaire. On parle de système d'information, c'est très important. Souvent, on a tendance à faire un raccourci entre système d'information et informatique. En réalité, le système d'information, c'est beaucoup plus large que uniquement l'informatique. Et pour illustrer ça, je vais vous donner un petit exemple justement dans les systèmes de paiement. Vous n'êtes pas sans savoir que des agences de réservation proposent en fait des réservations à leurs clients par téléphone. Et donc, à un moment donné, ce qui véhicule l'information, c'est bien la voix, le système téléphonique, mais c'est la voix. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la fraude est multiple. Et vous avez déjà entendu parler, par exemple, de la fraude au président. La fraude au président, c'est le fait de se faire passer pour le dirigeant d'une entreprise et de faire déclencher, par exemple, des virements sur le compte du fraudeur. Il y a également la fraude qu'on appelle la fraude au sentiment sur les sites internet de rencontres, par exemple, où des personnes se font passer pour d'autres personnes, souvent bien plus séduisantes que ce qu'elles sont en réalité, et font du chantage pour, là encore, récupérer des fonds. Il y a également la fraude qui commence à se développer sur la cyberassurance, où là encore, on fait croire que il y a eu une réelle fraude informatique, mais en réalité, c'est de l'arnaque à l'assurance. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fil conducteur de tout ça, le fraudeur, ce qu'il recherche derrière, c'est de récupérer des fonds. Ça, c'est vraiment le fil conducteur en fait de toutes ces fraudes. Merci Guillaume, en tout cas de nous avoir dressé un tableau assez large de la fraude SI. Alors justement, Hervé, on parle de la fraude, mais donc qu'est-ce que la fraude bancaire, puisqu'on est là aussi pour parler dans notre écosystème qui sont les paiements. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur une petite définition de la fraude bancaire ? Alors, la fraude bancaire, c'est déjà relativement vaste, puisque la plupart des fonds transitent par des comptes, donc c'est quand même là qu'il y a l'argent au niveau des banques. La fraude bancaire, je qualifierais essentiellement des accès aux comptes, des comptes bancaires, qu'ils soient particuliers ou entreprises, qui peuvent être usurpés parce qu'on a récupéré des login passwords, donc on a récupéré
par des méthodes que vient de décrire Guillaume, pour pouvoir accéder à des comptes de manière frauduleuse, pour pouvoir exécuter un virement, par exemple. Mais aussi, on va pouvoir créer des faux comptes qui peuvent servir de mule pour pouvoir récupérer l'argent issu de virements de comptes usurpés. Mais également, la fraude majoritaire et qui nous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui, c'est la fraude aux moyens de paiement. Parce que la plupart des moyens de paiement aujourd'hui sont fournis par le monde bancaire. Et on va avoir de la fraude au niveau de la carte bancaire, essentiellement sur la vente à distance, sur les virements, sur le sans contact, sur tous les moyens de paiement qui sont aujourd'hui proposés par les banques. Merci Hervé. Alors justement, on va aborder quelques chiffres avec vous, notamment les derniers chiffres que nous avons reçus du rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de 2019. Et donc, je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, de nous commenter dans un premier temps ces chiffres et ensuite peut-être de nous apporter les chiffres de vos activités respectives. Alors, je vais demander aux participants de patienter quelques instants le temps que je partage mon écran afin que vous puissiez avoir les slides. Voilà, donc vous devez avoir à l'écran quelques chiffres. Alors, si on revient donc à ce fameux rapport de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, on a un certain nombre de chiffres. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs, Hervé, nous dire un peu ce que vous pensez, quel bilan en fait on peut faire de la fraude dans les nouveaux usages notamment, puis là avec à la veille d'un confinement, voilà, je suppose qu'il y a des chiffres qui vont être amenés à évoluer. Dites-nous ce que vous en pensez, Hervé. Alors, déjà, on a la chance d'avoir la Banque de France qui publie tous les ans son rapport sur l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement et donc de pouvoir voir les tendances, les évolutions et comparer d'une année sur l'autre comment ça se passe. Ce qu'on peut constater sur la carte bancaire, notamment sur tout ce qui est paiement de proximité, on a des taux de fraude qui sont très bas. C'est un système qui est éprouvé, qui fonctionne depuis des années, qui est extrêmement sécurisé. Donc, on a un taux de fraude qui est satisfaisant, qui nécessite de rester malgré tout vigilant, mais qui ne nécessite pas de moyens particuliers sur les investissements, sur les matériels, etc. Lorsqu'on compare avec le même taux de carte bancaire, de fraude carte bancaire sur les paiements en ligne, on voit qu'on a un taux de fraude qui est autrement plus important. Bien évidemment, puisque l'usage n'est pas le même, on va remplacer une carte sécurisée par un simple numéro de carte et un CCV accessible à tous. Le CCV, c'est le petit cryptogramme visuel que vous avez derrière. Et donc, renforcer la sécurité, limiter la fraude est plus compliqué pour le paiement en ligne. Un petit mot également sur les virements, parce que c'est un chiffre qui est communiqué par la Banque de France. C'est un taux qui est extrêmement bas, on voit à l'écran, mais il est à noter quand même qu'il a augmenté de 67% par rapport à l'année précédente. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir quand même être vigilant, puisque c'est une fraude qui peut être amenée à augmenter, notamment avec l'arrivée du paiement instantané. Merci Hervé, en tout cas de nous avoir dressé un peu ce tableau de la fraude sur les cartes bancaires, les virements et puis les nouveaux usages. Alors, une question qui me taraude, j'aimerais savoir, dans vos expériences respectives, quel type de fraude vous avez pu avoir, vous avez pu en tout cas traiter dans vos entreprises. Je commence par vous, Hervé. Est-ce que vous pourriez nous partager un peu vos chiffres et les types de fraudes que vous voyez dans votre quotidien? Vous avez une société qui est internationale et donc j'aimerais que vous puissiez nous commenter cette slide-là. Alors, je ne sais pas si vous me dites si c'est la bonne slide. Alors, nous avons l'habitude de publier également tous les 6 mois notre rapport, ce qu'on appelle le Cyber Crime Report, rapport sur la criminalité, qui va donner un certain nombre de tendances. Avant de commenter quelques chiffres, juste vous donner une idée de ce que nous faisons en termes de volumétrie, puisque notre métier, avec les différentes offres de lutte contre la fraude, notamment la solution SWOT-Matrix, nous analysons des événements lors des parcours clients et pour pouvoir donner des scores à nos clients pour prendre des bonnes décisions. Et nous analysons environ 40 milliards d'informations chaque année, ce qui fait un peu plus de 150 millions de transactions par jour. Et nous avons la connaissance d'environ 4,5 milliards d'appareils. Les appareils sont des ordinateurs, des téléphones, des tablettes. Donc, qui populent notre réseau d'identité numérique. On a 800 millions d'adresses email connues dans notre réseau, 700 millions d'adresses IP
et nous exerçons nos activités dans plus de 185 pays. Donc, voilà ce qu'on appelle notre réseau d'identité numérique. Et en termes de typologie, par exemple, de fraude, qu'est-ce que vous avez au quotidien quels éléments vous pourriez partager avec nos participants? Alors, au niveau des fraudes constatées, on voit des fraudes à la création des comptes. Je crois que c'est dans la slide suivante. Voilà, je ne vois pas les points, mais ce n'est pas grave. Oui, je peux commenter. En tout cas, là, ici, dans votre rapport d'activité au premier semestre 2020, vous parlez de 22,5 milliards d'opérations traitées et 66% des transactions qui sont réalisées par des mobiles contre 20% en 2015. Alors, effectivement, sur les 6 premiers mois, on a traité 22,5 milliards de transactions, ce qui déjà montre qu'il y a une augmentation par rapport à l'année précédente. C'est dû essentiellement à l'augmentation du trafic en ligne liée aux périodes qu'on vient de vivre et qu'on s'apprête à revivre malheureusement. Ce qu'on a constaté à travers nos analyses, c'est une augmentation de la part de l'usage du mobile dans les attaques. C'était 20% il y a 5 ans, c'est 66% sur ce premier semestre. Donc on voit bien l'usage du mobile qui a augmenté et qui sert de point de départ pour faire des tentatives de fraude. On a une augmentation aussi des attaques par bots, qui sont des attaques automatisées en lot, de 13% par rapport à l'année d'avant. Donc il y a une baisse de l'activité humaine, mais une augmentation de l'activité automatique. C'est-à-dire qu'il faut traiter des gros volumes et d'être autant plus prudent. Après, les schémas de fraude, on va détecter des fraudes à la création des comptes, les fraudes lorsqu'on se connecte, les usurpations d'identité, la création de comptes nuls. En fait, on a essentiellement de schémas de fraude qui existent et qu'on sait détecter à travers nos moteurs de règles. Merci Hervé. Je retourne un peu à la question à Guillaume. Quelle typologie de fraude vous avez dans vos règles, dans vos expériences passées, actuelles, sans nous donner bien entendu des détails? Oui, alors moi j'aimerais focaliser sur 2 sujets. La fraude qui va se déclencher au niveau de l'utilisateur, du porteur, du consommateur, et la fraude qui va se déclencher au niveau de l'acceptation, au niveau du e-commerçant. Alors sur le premier sujet, sur la fraude qui se déclenche au niveau du consommateur, vous n'êtes pas sans savoir que les campagnes de phishing aujourd'hui sont un véritable fléau. Je rappelle ce que c'est le phishing, c'est de faux vrais mails, puisqu'en fait ils sont souvent très très bien faits, qui sollicitent les utilisateurs, les consommateurs, pour récupérer des informations. Et comme on parle des systèmes de paiement, eh bien on les sollicite pour récupérer des accès aux comptes en ligne, des informations confidentielles personnelles, mais également des différentes informations bancaires, numéro de carte, etc. etc. Alors ça, c'est un réel fléau aujourd'hui. Il y avait quelques chiffres, mais c'est pas très grave. De toute façon, on pourra envoyer après. Oui, alors je peux les afficher. Les chiffres que tu voulais nous proposer, ce sont les chiffres du César. Exactement, les chiffres du César, donc qui montrent en fait que tout ce qui est social engineering, donc c'est toute cette manipulation des utilisateurs, a une part importante. Et il y a un deuxième point, c'est la partie sur le site e-commerce, par exemple, où là, en fait, la problématique des failles de sécurité sur ces applications en ligne permet en fait aux personnes mal intentionnées de pénétrer le système. Et j'ai un petit retour d'expérience. On est chez CNPP, PCI QSA, on est qualifié par le PCI Council pour accompagner les clients sur leur conformité aux standards PCI DSS, qui est standard de sécurité. Et on a eu une expérience encore récente où un site e-commerce avait été fraudulé. Et ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs mois, en fait, cette faille de sécurité permet aux fraudeurs de récupérer un très grand nombre de cartes, numéros de cartes qui sont revendues après sur le darknet. Et là aussi, pour moi, ça fait partie du deuxième fléau important aujourd'hui. Est-ce qu'Hervé voulait apporter un complément à cette notion de retour d'expérience en termes de fraude? Alors, il y a une chronologie dans la fraude. On voit bien qu'il y a une première étape qui consiste à essayer de dérober des données, donc à travers des attaques de système pour rentrer dans des systèmes d'information, dérober des données en utilisant des subterfuges de manipulation avec le social engineering, c'est-à-dire d'obtenir l'information de la part de la personne même que l'on veut frauder. Après, il y a l'exploitation de ces données.
l'exploitation de ces données, soit par la même personne qui les a dérobées, soit par la personne qui les a achetées sur Dark Web. Et on va utiliser ces données-là pour ensuite générer la fraude. Et c'est essentiellement là que nous intervenons, puisque l'information est analysée pour pouvoir donner maximum d'éléments à notre client pour prendre une décision sur ce qui est en train de se passer, pour savoir la suite à donner sur le parcours client. Merci Hervé, c'est très intéressant. Alors, je me retourne vers vous, Guillaume. En termes d'incidents de sécurité, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce que vous pourriez nous partager? Alors, je sais que j'ai des chiffres aussi. Alors, c'est vrai qu'au quotidien, chez nos clients, on voit des incidents de sécurité de nombreuses natures. Mais ce qu'il faut regarder au-delà de ces différentes typologies d'incidents de sécurité, c'est quels sont les impacts. Et aujourd'hui, il y a encore une fois quelque chose de très préoccupant, et c'est illustré justement à nouveau sur les chiffres du baromètre Cézanne, c'est les ransomware. Les ransomware, je rappelle, ce sont les logiciels malveillants qui sont injectés en fait dans un système d'information et qui le paralysent. Pour pouvoir le remettre en route, eh bien, le fraudeur demande une rançon, demande de l'argent, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre, pour pouvoir donner les clés pour redémarrer en fait le système d'information. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un fléau important. On a des exemples récents par rapport à ça. Bien sûr, toutes les usines, vous avez entendu, les usines Renault qui ont été bloquées, qui ne pouvaient plus produire. Il y a quelques jours encore, c'est Soprasteria qui a eu le même cas de figure, avec dans le collimateur ses clients du secteur financier. Et bien plus grave encore, il y a un mois, à Düsseldorf, en Allemagne, dans un hôpital, où là, c'est une personne qui a perdu la vie, puisque le système d'information de l'hôpital a été bloqué par ce hacker. La personne n'a pas pu être opérée, elle a perdu la vie. Voilà un peu les conséquences. D'où l'importance de focaliser, au-delà de la nature des différents incidents, c'est vraiment les impacts que ça peut engendrer. Merci à vous deux. Donc, dans cette première partie, on a un peu abordé ce que c'est que la fraude, on a partagé quelques chiffres. Est-ce que tu voudrais que je projette, donc Guillaume, il y a des chiffres aussi du ministère? Est-ce qu'un mot peut-être sur ce point-là? Alors, sur les chiffres du ministère, ça illustre parfaitement les propos que je tenais au début sur le fil conducteur de la fraude. C'est quoi? On le voit bien ici. La majorité en fait, des attaques servent à récupérer de l'argent. Bien sûr, on voit aussi qu'il y a des attaques d'autres natures, de terrorisme pour revendiquer certaines choses. Mais on voit bien que la majorité, le but du jeu, c'est récupérer de l'argent. Merci Guillaume. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Alors donc voilà, dans cette première partie, on a abordé un peu des chiffres. On a vu ce que c'était que la fraude SI, la fraude bancaire. On a eu donc un panel assez large, en tout cas des typologies de fraude. Alors justement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle solution pour lutter efficacement contre la fraude? Alors une question pour vous, Guillaume. Quelles sont, selon vous, les principales mesures de prévention à appliquer dans la lutte contre la fraude? Au regard de ce qu'on vient de dire ensemble, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est l'humain. On a souvent dit l'humain est le maillon faible de la cybersécurité. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'humain soit le maillon fort de la cybersécurité. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, de participer à une table ronde à la Paris Cyber Week, en présence des collectivités locales, d'associations qui œuvrent dans le milieu de l'éducation nationale, avec différents acteurs de la cybersécurité. Et là, on était tous unanimes, c'est que la sensibilisation de la cybersécurité doit pouvoir être déroulée à tous les niveaux, pas seulement dans les entreprises, bien sûr dans les entreprises, mais à tous les niveaux de la société. Et juste pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, que j'allais à l'école, le développement de l'informatique dans la société était un phénomène. Et on s'est rendu compte qu'à l'école, eh bien, on a dû attendre très longtemps pour avoir de vrais cours en informatique. Et pourquoi je vous parle de ça? Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, sur ces sujets de la cybersécurité, on soit dans le même cas de figure, qu'on se dise « oui, c'est important ». Non, aujourd'hui, c'est un sujet de société et la cybersécurité, la sensibilisation à la cybersécurité doit pouvoir être diffusée
à tous les niveaux dans la société, y compris dans les entreprises. Mais on y reviendra tout à l'heure, notamment sur les sujets de conformité. Absolument. Alors, un peu la même question, Hervé. Dans votre expérience, quelles sont, selon vous, les méthodes pour lutter efficacement contre la fraude, et notamment, par exemple, dans le domaine de l'e-commerce, puisque je pense que les chiffres et les flux vont augmenter ces prochaines semaines. Alors, les méthodes, déjà, ça touche toute activité en ligne qui présente de la valeur, peut être sujette à fraude. Donc, il y a le e-commerce, bien évidemment, parce qu'on voit bien l'activité du commerce qui est de vendre un produit ou un service. La banque, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez les sites qui proposent des jeux en ligne qui peuvent être attaqués puisqu'ils peuvent proposer quelquefois des offres de bienvenue. Donc, ils vont subir des attaques parce qu'il va y avoir des multiples comptes qui vont aller chercher les offres de bienvenue pour prendre de l'argent. Vous avez les sites de médias en ligne qui marchent bien en ce moment pour les raisons qu'on connaît, qui peuvent aussi subir des attaques parce qu'ils proposent aussi des offres de bienvenue ou un mois gratuit. Nous, on a nos clients qui proposaient un mois gratuit, qui proposent toujours, et qui se faisaient solliciter avec des multiples comptes qui provenaient de mêmes personnes pour récupérer des mois gratuits, et ces personnes-là les revendaient à d'autres personnes pour pouvoir utiliser le service. Donc on voit que ça touche une grande communauté de fournisseurs de services, et donc les méthodes, c'est la première, on vient de l'évoquer Guillaume, c'est la sensibilisation des personnes, mais lorsque le site lui-même est attaqué, puisque vous avez des attaques manuelles ou par bot qui visent à usurper des identités ou accéder à des comptes, là, il faut se doter d'outils. Des outils d'analyse qui vont permettre de comprendre ce qui se passe, d'avoir un maximum de contexte sur la transaction pour pouvoir décider de la poursuite du parcours. Oui, c'est effectivement intéressant. Alors, on reviendra quand même tout à l'heure sur ce réseau d'identité numérique qui vous permet finalement de scorer et un outil d'aide à la décision. Mais avant cela, on va faire un petit point sur, je sais que les certifications PCI sont importantes. C'est une question pour vous, Guillaume. En quoi c'est important d'avoir une certification PCI dans ce processus de lutte contre la fraude? Merci Sophia. Alors déjà, je rappelle que la conformité à PCI DSS est applicable à tout organisme qui collecte, traite, transmet et stocke des numéros de carte. En revanche, et nous on le voit au quotidien avec nos clients, c'est pas toujours évident de savoir pour un e-commerçant, pour un organisme, de savoir s'il est ou pas soumis à PCI DSS. Pourquoi c'est pas évident? Parce que en réalité, lorsqu'un e-commerçant sous-traite à un prestataire de services de paiement l'activité paiement, eh bien il se dit par défaut, mon prestataire est lui conforme à PCI DSS, donc je ne suis pas soumis. Et en fait, on se rend compte qu'en étudiant les choses avec nos clients, eh bien, ce n'est pas si évident que ça à déterminer. Il faut faire une étude des flux et on regarde concrètement qui collecte, qui stocke, qui transmet les numéros de panne. Alors, cette conformité à PCI DSS permet très concrètement à nos clients de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour sécuriser leur infrastructure. Voilà en quoi consiste en fait cette conformité à PCI DSS. Oui, c'est très clair, merci. Alors, si je me focus sur ce que vous venez de nous dire, Guillaume, à savoir notamment ces mesures que vous prenez, quelles solutions techniques vous mettez en place donc après avoir audité, après avoir passé cette certification entre guillemets PCI DSS? Alors, c'est vrai que les exigences de PCI DSS sont assez nombreuses, mais je peux vous donner deux exemples. Un exemple, par exemple, de mesures techniques et un exemple de mesures organisationnelles. Par exemple, un exemple de mesures techniques, on a les scans de vulnérabilité ASV. Ces scans de vulnérabilité, en fait, permettent d'aller auditer tous les trimestres, puisque ça, c'est une exigence de PCI DSS, le système d'information dans l'environnement PCI DSS pour détecter de manière automatique les vulnérabilités. Les vulnérabilités, c'est quoi? Ce sont les failles qui peuvent être exploitées par les personnes mal intentionnées dont je parlais tout à l'heure. En gros, quand il y a des trous dans la raquette, eh ben, les fraudeurs se précipitent dedans pour justement
Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, pourquoi pas collecter massivement des numéros de carte. Donc ça, c'est une des mesures techniques. Pour être conforme à PCI DSS, cette mesure-là doit être appliquée tous les trimestres. En ce qui concerne les mesures organisationnelles, je vais un peu radoter, mais c'est tellement important. Une des mesures organisationnelles, une des exigences de PCI DSS, c'est la sensibilisation de l'ensemble des acteurs et des collaborateurs dans le périmètre PCI DSS à la cybersécurité et aux exigences du standard PCI DSS. Merci. Donc là, on a vu un peu quand même cette notion de comment lutter avec la réponse, de comment lutter efficacement contre la fraude. Il y a des actions à prendre donc en charge dès le début, au travers des audits, du scan de vulnérabilité. Et puis, voyons maintenant avec vous, Hervé, on parle de transactions, l'e-commerce par exemple. Alors déjà, à quel niveau vous intervenez, parce que vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Et puis, quels sont les contrôles qui sont importants à mettre en place dans la lutte contre la fraude? Alors, sur le parcours en ligne, parce que c'est de ça qu'on parle, on doit pouvoir effectuer des contrôles, c'est-à-dire des analyses d'informations contextuelles à différentes étapes du parcours client. Ça peut être une étape de création de compte, qui est quand même le point de départ d'une entrée en relation. Ça peut être l'accès au compte lorsqu'on se connecte de manière régulière pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui se connecte au compte qui a déjà été créé. Et après, on va pouvoir aussi effectuer des contrôles sur d'autres étapes du parcours, comme notamment des modifications de données. C'est extrêmement important puisque de pouvoir tracer ces modifications et de les mettre dans son contexte vont permettre aussi de prendre des meilleures décisions pour la suite. Je donne simplement un exemple sur le parcours de la banque en ligne ou même sur un e-commerce. Vous accédez à un compte, vous modifiez un numéro de téléphone, vous modifiez une adresse email, vous modifiez une adresse de livraison. Et après, vous effectuez une autre opération qui est je crée un bénéficiaire et j'exécute un virement. On va pouvoir analyser toutes ces informations-là qui ont été successives pour pouvoir déterminer un cas de fraude ou un utilisateur légitime. Si vous modifiez un compte, que vous créez un bénéficiaire à l'étranger et que vous effectuez un virement d'un montant inhabituel, ça fait 3 informations prises consécutives qui peuvent générer une suspicion, par exemple. Donc, ce sont ces points de contrôle. Là, on est sur le point de contrôle sur le temps réel. J'ajouterais que ce type d'information permet également à nos clients d'effectuer des contrôles a posteriori lorsque vous avez eu un cas de fraude ou une contestation, en tout cas un client mécontent qui se plaint d'avoir été fraudé, puisqu'on va pouvoir, toutes ces informations qu'on analyse, bien évidemment, on les transmet à nos clients pour qu'ils puissent les exploiter, et ils peuvent s'en servir ensuite a posteriori pour essayer de retracer ce qui s'est passé au moment d'une transaction en ligne. Savoir si c'était bien l'utilisateur légitime, si on a bien reconnu sa machine, si c'était bien son adresse IP, s'il a utilisé un VPN, enfin, je détaille un petit peu après comment on fait tout ça, mais ça sert en temps réel, mais ça sert après lorsque vous avez des investigations à mener, puisque c'est souvent là où on mobilise des ressources pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, apporter une réponse à un client qui se plaint, et on a souvent des querelles de bonne foi en fait. C'est pas moi qui ai fait la transaction, et comment vous répondez à ça si quelqu'un vous dit c'est pas moi qui l'ai fait? Quels éléments de preuve vous avez? Voilà, donc voilà les deux parcours, temps réel et a posteriori. Merci. Donc, si je comprends bien, vous intervenez en temps réel, donc pendant la transaction avec vos scores, et puis aussi lors des contestations, s'il y en a, et donc ça vous permet aussi de remonter à vos clients des informations qui vont permettre finalement de dire si contestation il y a de ou fournir pas. Des éléments de preuve, absolument, absolument. Merci Hervé, c'est très intéressant. Alors, on va faire un petit focus, si vous voulez bien, sur les cas de fraude. Donc, il y a des cas de fraude à distance, c'est un peu le domaine donc, du paiement en ligne. Et puis, il y a les cas de fraude physiques et logiques, dont Guillaume nous parlera. Alors, sur la fraude, on prend le cas de fraude donc, à distance. Donc, j'entends bien qu'il y a quand même, vous intervenez donc, au niveau de la transaction, vous analysez au moment de la transaction. Je suppose que vous faites un appel API. Qu'est-ce qui est important en fait d'analyser à ce moment-là? Qu'est-ce que vos solutions finalement permettent d'analyser concrètement? Nos solutions permettent de fournir de l'information à nos clients qui vont leur permettre d'établir s'ils ont affaire à leurs clients légitimes ou des suspicions de fraude. Comment nous faisons ça?
Donc, au moment à différentes étapes du parcours client, on va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations que ensuite on va fournir à nos clients qui sont liées à tout le contexte de la transaction, c'est-à-dire le matériel utilisé, le navigateur utilisé, les connexions réseau utilisées, si on est en Wi-Fi, quel est le Wi-Fi, ce qu'on a déjà vu. On va récupérer des informations sur l'adresse IP, est-ce qu'on est en VPN, est-ce qu'on est derrière un proxy, est-ce qu'on utilise Tor. Donc vraiment tout un contexte technique sur lequel on va pouvoir aussi rajouter des données de comportement biométrique. Ce qu'on appelle comportement biométrique, en fait, c'est le comportement utilisateur. Savoir c'est comment il utilise sa machine, est-ce qu'il utilise des touches particulières, est-ce qu'il fait des copier-coller, est-ce qu'il va chercher une information dans une autre fenêtre, qui sont des patterns de fraude, notamment lorsqu'on a récupéré des données cartes. On ne va pas ressaisir des cartes puisqu'on les a, on va les chercher en faisant des copier-coller dans une base de données, on va chercher un numéro de carte, on le copie, etc. Ça, on arrive aussi à le détecter grâce à nos outils qui sont brevetés. Et donc là, on a constitué un contexte technique. On peut aussi voir s'il y a des logiciels de prise en main à distance, qui sont des éléments importants, notamment s'il n'y était pas la dernière fois, et que là, il y est. On voit qu'il y a un écart par rapport à la fois d'avant. On va pouvoir détecter la présence de malware. Donc, tout le contexte technique qui donne déjà un premier niveau d'information. Notre client va réaliser un appel API sur notre plateforme. Il va nous transmettre un certain nombre d'informations qui sont des informations métiers qui vont être liées à la personne qui est censée se connecter, c'est-à-dire un numéro de compte, par exemple. Ça peut être une adresse email, ça peut être un numéro de téléphone, une adresse de livraison. Ces informations vont être réconciliées avec le profil technique qui a été réalisé au moment du parcours client. On va créer ce profil numérique. Ce profil numérique, c'est une identité. Je ne sais pas qui c'est, mais on a une identité numérique. Et cette identité numérique, elle est comparée avec notre réseau. Et on va pouvoir détecter un certain nombre d'attributs qui composent cette identité pour pouvoir en voir l'historique, voir le comportement précédent. On va pouvoir voir s'il y a eu des cas de fraude sur une composante de cette identité. Est-ce que cette machine a déjà été vue et utilisée dans des fraudes? Est-ce qu'elle appartient à un réseau de fraudeurs? Parce que toutes ces identités sont liées les unes des autres, puisqu'il suffit que vous ayez un compte utilisé plusieurs fois ou une machine utilisée plusieurs fois. Toutes ces identités sont interconnectées. Et ça, on va le voir, et on va fournir une réponse en temps réel à notre client pour lui dire et alimenter notre moteur de règles, temps réel également. Et ce moteur de règles va lui permettre de prendre une décision. Qu'est-ce que je fais de ce parcours client? Est-ce que je valide? Est-ce que je fais des vérifications? Ou est-ce que je stoppe? Parce que là, effectivement, on a un cas de fraude avéré. Voilà. Et toutes ces informations-là sont transmises à nos clients. Ils peuvent les exploiter, ils peuvent alimenter leur propre moteur de recherche s'ils en ont déjà un, ce qui leur permet ensuite d'alimenter un immense champ de données et de faire des analyses derrière. Et je peux vous garantir que les data scientists de nos clients sont friands de nos solutions. Oui, je veux bien vous croire. Alors, si on fait un petit focus justement sur le parcours client, on sait que l'authentification forte peut, en tout cas à certains moments, avoir des conséquences finalement sur ce parcours client fluide, simplifié. Comment justement on améliore donc l'UX et on lutte contre la fraude? Alors, c'est typiquement le nerf de la guerre et l'intérêt de nos solutions, c'est qu'on sait qu'avec la DSP2, il y a un certain nombre de parcours clients aujourd'hui qui nécessitent une authentification forte, c'est-à-dire 2 facteurs. Cette authentification forte est amenée à réduire le taux de fraude, bien évidemment, mais dans certains cas, peut présenter un certain nombre de difficultés. Le premier, déjà, c'est lorsque vous faites une création de compte. Faire une authentification forte, ce n'est pas toujours très simple, puisque c'est la première fois que vous voyez un client. Donc, utiliser nos solutions, ça va permettre de le reconnaître, parce que nous, on l'a forcément déjà vu quelque part, à travers notre réseau. Donc, ça va déjà donner un sort de confiance à nos clients sur l'entrée en relation. Donc, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas toujours très simple de faire de l'authentification forte, notamment chez les utilisateurs qui n'ont pas de smartphone. Parce que, c'est un des grands sujets finalement de l'authentification forte. On va rester sur le SMS OTP. Et deuxième facteur, ce qui se profile actuellement pour pouvoir répondre en temps et en heure à la DSP2, c'est un OTP plus un mot de passe. On voit déjà que ce n'est pas très fluide comme parcours.
Et le troisième point en transition, effectivement, c'est l'authentification forte. Ça peut générer du mécontentement, de la friction dans le parcours client et diminuer les taux de conversion. Donc l'idée, effectivement, c'est de garder cette authentification forte pour les cas ultimes lorsqu'on a une vraie suspicion de fraude et d'utiliser tout le reste pour générer le parcours fluide en disant j'ai reconnu mon client, j'avance et je délivre mon service. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Clair. Pour moi c'est clair. Après bien entendu on aborde un peu les éléments techniques, mais ça fait partie de la lutte contre la fraude puisqu'on a parlé de SI. Alors parlons maintenant des cas de fraude physiques et logiques. Alors c'est une question pour vous Guillaume. Justement comment on organise la sécurité physique et logique des dispositifs. Ça peut être des automates, des DAB, des DAC. En fait, avant toute chose, j'aimerais catégoriser les différentes attaques. Oui. Et ça existe encore, les attaques qui visent en fait à récupérer directement les fonds. Le mois dernier, en fait, il y a 3 personnes qui ont été arrêtées dans la région lyonnaise parce que c'était 1 an d'attaque à l'explosif gazeux. Donc, c'est encore des choses qui existent aujourd'hui. Ensuite, il y a un deuxième type d'attaque, c'est l'attaque sur le système d'information. Parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que derrière un DAB, c'est quoi? C'est un ordinateur. Et enfin, le troisième sujet, c'est le skimming, qui sert, lui, non pas à récupérer les fonds, mais à récupérer les données de carte. Alors, j'ai une petite anecdote, c'est notre président de l'association du paiement qui me l'avait raconté. Les fraudeurs sont très malins sur ces sujets-là. Du côté de Lyon, je crois. Ah, c'est chez moi. Du côté de Lyon, les fraudeurs avaient installé un système de skimming sur un DAB et pour récolter le maximum de numéros de carte en un laps de temps, ils ont saccagé en fait les autres distributeurs du quartier pour envoyer en réalité tout le monde sur le distributeur qui disposait du système de skimming pour récupérer les numéros de carte. Donc ils sont très malins. Alors, très concrètement, aujourd'hui chez CNPP, on a une offre de conseils et de formation sur la sécurité logique, donc informatique et physique des DAB-GAB. Et en particulier, alors peut-être ça va rappeler, j'imagine qu'il y a beaucoup de membres de l'association du paiement qui nous écoutent aujourd'hui, ça va leur rappeler peut-être la visite qu'on avait fait des laboratoires de CNPP lors de l'Assemblée Générale l'année dernière, où là, on évalue en fait la robustesse physique des coffres forts. On simule des attaques béliers, on les plonge dans l'acide pour voir leur résistance, et on va même jusqu'à évaluer la robustesse de l'encre. Vous savez, lorsqu'on ouvre les caissettes, il y a un système de maculation des billets où on met de l'encre sur les billets pour qu'ils soient plus utilisables. Et bien, dans les laboratoires de CNPP, on évalue en fait cette résistance de l'encre. Donc, vous voyez que c'est vraiment une vision 360 degrés de la sécurité physique et logique des DAB. Merci. Alors oui, c'est intéressant parce que je l'ai vécu, donc j'ai visité, et merci encore pour cette visite très enrichissante. Et c'est vrai que les fraudeurs sont de plus en plus perspicaces, c'est des fins stratèges. Et puis en plus, ils sont organisés à l'international avec des vraies antennes un peu partout dans le monde. Finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quels sont les enjeux, si on fait un rappel un peu de ce qu'on s'est dit, quels sont les enjeux finalement de la sécurité dans la lutte contre la fraude? Alors, très clairement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et les chiffres le montrent, il y a un enjeu financier évident quand on voit que la majorité des attaques servent à récupérer de l'argent. Mais au-delà en fait de cet enjeu financier, dans les systèmes de paiement électronique, il y a l'enjeu de la confiance. Et notamment avec le déploiement de nouveaux usages, le fait qu'il y ait une perte de confiance dans ces nouveaux outils, dans ces nouveaux usages, peut avoir un effet désastreux sur l'appropriation de ces usages par les consommateurs. Merci beaucoup. Même question à vous, Hervé. Quels sont les enjeux de la sécurisation dans la lutte contre la fraude et notamment, encore une fois, puisque vous intervenez en temps réel, dans le domaine du paiement en ligne et de l'e-commerce? Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, effectivement, un point important, c'est que la fraude est internationale et elle n'a pas de frontières. Ça vient de partout.
Ça change tout le temps, ça s'adapte, ça évolue, donc il faut être constamment vigilant. On l'a bien rappelé pendant toute la session, un point de départ, c'est la vigilance. Après, c'est de se doter d'outils qui permettent de lutter contre cette typologie de fraude qui est internationale. Donc il faut des données qui proviennent du monde entier. Donc il faut adapter ces outils à la sinistralité. Et comme on le disait également, il faut pouvoir traiter à la fois avant, mais aussi le temps réel pour pouvoir réagir dans l'instantanéité. Quand vous octroyez un prêt en ligne et que votre offre commerciale, c'est-à-dire en quelques clics, vous partez avec quelques milliers d'euros, parce que c'est microcrédit, vous ne pouvez pas prendre du temps à faire ce qu'on appelle le KYC, l'analyse du porteur, enfin du client qui est en train de transacter. Donc il faut un maximum d'informations tout de suite. Voilà, donc je pense qu'au niveau des enjeux, l'instantanéité est important. Et puis, on l'a vu également sur les nouveaux moyens de paiement qui peuvent arriver, et notamment l'instant de paiement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une petite expérience quand même, c'est que nos amis anglais ont lancé l'instant de paiement qui s'appelle Faster Payment UK en 2008. Entre 2007 et 2008, le taux de fraude a augmenté de 130%. Donc on voit tout de suite nouveaux moyens, nouvelles propositions sur le marché. Les fraudeurs s'engouffrent, cherchent les failles, les trouvent, les exploitent, et derrière on réagit. Voilà, j'imagine qu'en France on n'aura pas ces taux-là parce qu'on a un peu d'expérience et on ne fera pas les mêmes erreurs que nos amis outre-Manche. Mais voilà, ayons en tête que le nouveau moyen de paiement peut générer aussi des nouveaux schémas de fraude. Est-ce que ça veut dire finalement que les virements instantanés qui ont été lancés par les banques françaises vont générer de la fraude? Et donc ça fait partie du processus finalement d'avoir la fraude pour pouvoir justement anticiper et se renouveler et puis avoir des systèmes encore plus robustes. Je ne sais pas si ça va générer de la fraude, mais en tout cas ça va générer l'idée d'en faire. Ça, c'est sûr. Écoutez, merci. Alors, je ne vois pas de questions. Je propose à nos participants, si vous avez des questions, c'est le moment. On peut patienter quelques instants pour attendre vos questions. Et si vous n'en avez pas, c'est que nos deux experts ont été très clairs dans leur, en tout cas, partage donc de chiffres, partage de leur expérience de la fraude d'un point de vue assez global. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous propose d'en arrêter là, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, un petit mot pour la fin, qui pourrait donc résumer un peu ce qu'on s'est dit. Guillaume, tu nous as parlé de l'importance de la confiance. Ce que je vois au travers de ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est que vous intervenez, CNPP Cybersecurity, dans tout ce qui est en amont, à savoir donc, cette notion de prévention, de sensibilisation, avec donc vous êtes QSA, donc vous pouvez faire les audits PCI, et puis vous avez aussi des solutions technologiques comme le scan de vulnérabilité, et vous insistez sur la notion de confiance. Oui, tout à fait. Et ce qui est certain, c'est que je disais en introduction que la fraude avait de multiples apparences. Et alors, la fraude a de multiples apparences, mais on voit aussi que les solutions de lutte contre la fraude ont aussi de multiples apparences. Et c'est ce qu'on a essayé de vous exprimer aujourd'hui avec des solutions en temps réel, comme le présentait Hervé, et puis également des solutions qui sont périmétriques, donc sur les systèmes d'information, sur la sensibilisation des utilisateurs. Et c'est bien le cumul de toutes ces solutions-là qui vont faire que la fraude peut être maîtrisée. J'aurais pas mieux conclu. Bon, très bien. Merci Guillaume d'avoir fait donc, le déplacement à Paris. C'était la dernière puisque à partir de ce soir, minuit, nous sommes confinés. Ça prend un peu de temps pour rentrer. Voilà, pareil pour vous Hervé. Merci encore d'être venu avec nous, l'association du paiement 45 minutes chrono. C'était un vrai plaisir et je remercie Maurice Blanchard également, président de l'association. Tout à fait. Et donc j'en profite donc pour vous remercier à vous participants. Certains participants sont très fidèles et suivent nos chroniques depuis les premières. Maintenant nous arrivons à la 13e. On va continuer à vous proposer en tout cas des sujets pour le mois de novembre. Je vous invite à rester toujours connectés sur notre page LinkedIn de l'association du paiement. Et puis donc j'aurai le plaisir de vous retrouver avec de nouveaux sujets, des sujets d'actualité. En attendant, je vous souhaite un très bon confinement. Aujourd'hui, je sais que c'était un peu la folie en région parisienne. Oui. Tout le monde s'est déplacé pour chercher les derniers achats, aussi voilà. Leurs affaires. C'était la fourmilière. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, bon confinement, prenez surtout soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.